Cap sur l'édition de ce mardi. Merci à tous de nous rejoindre. Voici pour le sommaire de ce journal. Des tortures atroces, des personnes battues à barre de fer ou encore brûlées à l'acide. C'est ce que révèle le rapport de l'ONG Amnesty International sur les méthodes du régime burundais pour extorquer des aveux aux militants de l'opposition arrêtés. Les précisions dans quelques instants. L'immigration clandestine qui explose aux frontières de l'Europe. Selon un décompte de l'UE, ce sont plus de 50 000 migrants qui ont débarqué en Grèce rien que pour le mois de juillet. Des chiffres similaires sont enregistrés dans d'autres pays de l'Est. Et en France, le président Hollande avertit ses compatriotes quant à d'éventuelles résurgences d'attaques terroristes. 4 jours après l'épisode du Thalys, le numéro 1 français veut préparer son pays à de nouvelles attaques. Au Burundi, l'ONG Amnesty International vient de publier un rapport accablant sur le régime Nkurunziza. Selon l'organisation, l'appareil sécuritaire du régime se rend coupable depuis maintenant plusieurs mois de sévices inhumains sur des opposants. Certaines victimes présumées témoignent avoir été battues avec des barres de fer ou des câbles électriques. D'autres même disent avoir été brûlées à l'acide. Plus de précisions avec Sarah Jackson, la directrice adjointe d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Est. This is torture by state intelligence agents. Le service national des renseignements emploie la torture pour extorquer des aveux et recueillir des renseignements au sujet des manifestants. Il y a le cas d'un homme à qui on a demandé de donner une liste de noms de personnes avec les lieux où ils ont participé à des manifestations. Un homme qu'on a forcé à signer de faux aveux. On a le témoignage douloureux d'un homme. Des sacs de sable de 5 litres ont été attachés à ses testicules, puis il a été mis dans ce qu'il croit être de l'acide pour batterie. Amnesty International a constaté ces blessures. Elles sont très graves. Notre rapport se fonde sur le témoignage de 11 hommes détenus par la police et le service national des renseignements. Nous avons aussi parlé à d'autres personnes qui ont subi tout cela. Et en interrogeant des anciens détenus, nous avons pu estimer le nombre de personnes détenues. Nous espérons que notre rapport, qui s'intitule « Dites-moi juste ce que je dois avouer », va montrer à quel point le problème est sérieux et comment l'usage de la torture pour réprimer les manifestations et les dissidents va diviser le Burundi. Maintenant, les acteurs régionaux doivent absolument intensifier leurs efforts pour régler la situation avant que ça ne dégénère complètement. Direction l'Éthiopie où les ambitions technologiques viennent de franchir un nouveau palier avec la mise en activité d'un observatoire spatial sur le mont Entoto à quelques encablures de la capitale Addis Abeba. Ces télescopes ultra-modernes financés par l'homme d'affaires éthio-saoudien Mohamed Alamoudi s'inscrivent dans un projet de renforcement des capacités des étudiants en astronomie, suivant ce reportage. Au perché et loin des rues bondées d'Addis Abeba, voici le programme spatial de l'Éthiopie. 2 dômes en métal abritent des télescopes ultra-modernes d'1 mètre de diamètre chacun. Opérationnel depuis seulement quelques mois, l'équipement spécialisé, le premier en Afrique de l'Est, a propulsé l'Éthiopie parmi le club très fermé des pays africains ayant une ambition spatiale. C'est une partie intégrale de tout cycle de développement. Sans l'aide de la science et de la technologie, j'ai bien peur que rien ne peut être accompli à grande échelle. Notre principale priorité a toujours été d'inspirer les jeunes scientifiques et les enfants, et tout ce qui va avec, de s'impliquer dans ce domaine. Financé par le magnat des affaires éthiopien-saoudien Mohamed Alamoudi, ce programme a été créé en 2004 afin de promouvoir l'astronomie et hausser le niveau scientifique du pays. Pendant près de 10 ans, une poignée de passionnés, dont Solomon Belé, professeur d'astrophysique et directeur de l'Observatoire, se sont battus auprès des autorités pour défendre ce projet. Convaincus que même dans l'un des pays les plus pauvres du monde où la malnutrition reste un fléau, la conquête de l'espace n'est pas un luxe. Les gens disaient « ils sont fous ».
Parce qu'à ce moment-là, la préoccupation de l'Éthiopie était la sécurité alimentaire. L'attention du gouvernement, l'attention des instances supérieures était d'assurer la sécurité alimentaire. Il disait qu'étant donné que nous sommes pauvres, ce n'était pas le moment de commencer un programme spatial et de technologie. Voilà ce qu'il pensait. Avec le temps, les soutiens ont été plus nombreux. L'Éthiopie a maintenant pour projet de construire un autre observatoire plus performant dans les montagnes proches de Lalibela, au nord du pays. Le gouvernement ambitionne aussi de mettre un satellite en orbite d'ici 5 ans pour l'observation des terres agricoles et les communications. Le programme spatial est fondamental. Nous ne pouvons pas le retarder. Nous ne pouvons pas le retarder parce que le retarder signifierait que nous nous permettons de vivre dans la pauvreté. Désormais convaincu que l'avenir de l'Éthiopie passe par l'espace, l'Institut de technologie de Mekele dans le Nord s'apprête à tester au mois de novembre la première fusée éthiopienne pour un vol à 30 km au-dessus de la surface de la Terre. Dans l'actualité au Proche-Orient, des milliers de Palestiniens ont manifesté ce lundi dans des camps de réfugiés de la bande de Gaza pour protester contre la non-prise en compte de quelques 200 000 enfants palestiniens pour la nouvelle rentrée scolaire qui s'est ouverte hier. La cause, une partie du personnel de l'Office des secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient qui gère l'éducation dans les territoires palestiniens est entré en grève pour insuffisance de ressources financières à même de soutenir le paiement des salaires des enseignants. Les images. L'administration de l'UNRWA et son commissaire général doivent essayer d'améliorer la qualité des services procurés aux réfugiés plutôt que de les réduire. L'administration de l'UNRWA doit également revenir sur ces décisions injustes et ces suppressions injustes aux droits des réfugiés à tous les niveaux, que ce soit les services de la santé ou de l'éducation. Des suppressions se font à présent à tous les niveaux au sein de l'UNRWA. Le calme est revenu sur la péninsule coréenne après plusieurs jours de tension suite aux échanges de tirs entre les deux armées dans la zone frontalière. Ce lundi, Séoul et Pyongyang sont parvenus à un accord mettant fin à l'escalade de violence de ces derniers jours, et ce après que la Corée du Sud ait accepté de cesser son action de propagande contre le régime nord-coréen. Les précisions. L'annonce faite à la télévision nord-coréenne est très inhabituelle. Sans formuler d'excuses, l'heure est à l'apaisement après l'escalade de ces dernières semaines. La Corée du Nord a exprimé des regrets concernant l'explosion de mines antipersonnelles qui ont blessé des soldats sud-coréens dans la partie sud de la zone démilitarisée, le long de la ligne de démarcation militaire. En échange, la Corée du Sud a arrêté de diffuser de la propagande anti-Pyongyang le long de sa frontière via ses haut-parleurs. Autre point, les deux pays ont décidé de reprendre les efforts pour réunir les familles séparées depuis la guerre de Corée entre 1950 et 1953. Il aura fallu 3 jours de négociations marathon pour que les deux Corées trouvent un accord, des négociations qui ont eu lieu dans le village frontalier de Panmunjom, là même où avait été signé le cessez-le-feu entre les deux pays. Mais la méfiance reste de mise. Nos militaires vont se tenir prêts en permanence à réagir face à toute autre provocation de la part de la Corée du Nord. Les deux Corées devraient tenir une réunion gouvernementale dès que possible, une perspective saluée par Ban Ki-moon. Le secrétaire général de l'ONU est très impliqué dans ce dossier. Il était le ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud entre 2004 et 2006. Le sud-ouest du Japon vit dans la crainte depuis ce matin avec les premiers signalements du typhon Goni qui ont atteint les côtes de Fukuoka. Les autorités n'ont pas voulu prendre de risques. Tous les vols aériens et les circulations de trains ont été annulés de sorte à éviter des pertes en vies humaines face à des vents qui atteignent jusqu'à 200 km/h. Le typhon Goni a atteint le sud-ouest du Japon mardi matin. Depuis, des vents soufflant à près de 200 km/h et de fortes pluies frappent l'île de Kyushu. Résultat, d'importantes perturbations dans les transports. Plusieurs lignes du train à grande vitesse Shinkansen ont été suspendues. Même prudence dans le transport aérien, avec l'annulation de près de 300 vols. Les autorités locales ont émis des conseils d'évacuation pour près de 400 000 personnes, par crainte de glissement de terrain et d'inondation.
Une précaution qui fait écho au lourd bilan aux Philippines. Le passage de Goni a causé la mort de 26 personnes sur l'archipel. Selon les prévisionnistes, le typhon doit se déplacer au-dessus de la mer du Japon en direction de la Corée du Nord. Dans l'actualité économique, ce mardi, les bourses européennes ont enregistré des performances assez remarquables au lendemain des chutes vertigineuses des cours sur les marchés asiatiques. Les places financières en Asie avaient connu de fortes baisses dans la journée d'hier avec presque un nouvel effondrement record de la bourse de Shanghai en Chine. Le reportage. Après un lundi noir, les bourses de Francfort, Paris et Londres ont ouvert en légère hausse ce matin. Une dizaine de minutes après le début des échanges, le DAX progressait d'1,52%, tandis que le CAC 40 gagnait 1,55% et le FTSE prenait 1,39%. Ils avaient chuté d'environ 5% la veille. Des rebonds prudents, alors que les places asiatiques ont connu une nouvelle journée difficile, certaines continuant de dévisser, comme la bourse de Shanghai qui a clôturé sur un repli de 7,63% contre 8,5% ce lundi. Tokyo a achevé sa séance en recul de 4%. Les autres grandes bourses d'Asie sont-elles reparties à la hausse. Les marchés restent inquiets du ralentissement de l'économie chinoise et de ses conséquences sur la croissance mondiale. Reportage dans le sud de la Macédoine où des milliers de migrants originaires du Moyen-Orient s'entassent dans l'espoir de rejoindre l'ouest de l'Europe. La plupart d'entre eux sont des réfugiés syriens qui ont tout laissé derrière eux pour échapper aux affres du conflit dans leur pays. Voici un peu quelques difficultés endurées sur le chemin de l'exode. Pour rejoindre l'Europe occidentale, il faut passer par là. La gare de Gevgelia au sud de la Macédoine. Ils sont plusieurs milliers à débarquer chaque jour, attendre un train qui ne semble jamais venir. Des Afghans, des Pakistanais, des Irakiens, des Syriens, femmes et enfants. Même le chef de gare paraît totalement dépassé. Mais que font les autorités macédoniennes face à cette situation ? Rien. Que voulez-vous faire? On n'a pas de train, on est un petit pays. Il y a seulement 3 trains et 5 policiers pour environ 2000 personnes. Ils attendent le train mais aussi des laissez-passer délivrés par les autorités macédoniennes pour leur permettre de quitter le pays. C'est le cas de Mohamed Al-Alachi et sa famille. Ils sont arrivés la veille, des Syriens musulmans sunnites venus de la banlieue de Damas. Lui travaillait dans l'import-export. 18 personnes en tout. Son épouse, Mariam, les cousins, Abdullah, sa femme Raya et leur petite fille Atiaf, 3 ans et demi. On a tous fui la guerre, c'était devenu trop dangereux de rester tous les jours. Il y avait des bombardements. Ce soir-là, pas de train. Mohamed et sa famille passeront la nuit à dormir sur le quai. Lendemain matin, nous les retrouvons juste en face, à la gare routière. Et curieusement, ils ont le sourire. Dans la nuit, ils ont obtenu leur laissez-passer et ont acheté des billets de bus. Direction la frontière serbe. Oui, c'est simple, je sais comment y aller. J'ai longuement étudié sur la carte, sur Google. Désormais, une seule obsession. Quitter la Macédoine au plus vite. Ils n'ont que 3 jours de sauf-conduit pour traverser et sortir du pays. Ce premier trajet de bus coûte 500 € pour 18 personnes. Il doit les conduire jusqu'à Tabanovce, près de la frontière avec la Serbie. 2h30 de route. L'un des seuls moments de répit pour ces réfugiés. Après des jours de voyage et d'angoisse, la fatigue commence à se faire sentir. Ils ne rêvent qu'à une chose, l'Allemagne, le pays qu'ils veulent rejoindre à tout prix. La plupart des chauffeurs de bus qui transportent des migrants ont peur. C'est mal vu, dangereux. Alors celui-ci les lâche au milieu de nulle part, sous un pont d'autoroute, pour ne pas être vu. La frontière est à moins de 4 km. Il fait déjà près de 40 degrés. Une marche périlleuse commence. Ils cherchent des chemins de traverse pour éviter les contrôles, passent par des petits villages, des voies de chemin de fer, puis à travers champs. Mohamed Al-Alachi s'improvise chef de groupe.
C'est lui qui donne les consignes. Écoutez-moi, vous ne parlez à personne. Je ne veux prendre aucun risque. On reste ensemble. Si on n'était que des jeunes hommes, ça irait, mais n'oublions pas que nous avons des femmes et des enfants. Même sans policier en vue, il faut rester discret et courir. 2 par 2, tête baissée, en silence. Nous nous plions aux consignes. Et sans même nous en rendre compte, nous franchissons la frontière et arrivons à Miratovac, en Serbie. 3 heures de marche sous un soleil de plomb. Le groupe est à bout de force. Dans ce village serbe à majorité musulmane, on leur indique une mosquée où ils pourront boire et manger. Ils sont heureux. Voilà une étape de franchie. Et la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, qui en appelle à une gestion concertée de la crise migratoire. Hier, dans un entretien, la haute représentante pour la politique étrangère de l'Union européenne a estimé qu'il était temps de faire face ensemble aux défis de l'immigration, alors que l'on estime à 50 000 le nombre de réfugiés qui ont franchi les frontières de la Grèce rien que pour le mois de juin. Près de 50 000 migrants ont débarqué en Grèce au mois de juillet. C'est plus que sur toute l'année 2014. Ces Afghans, eux, ne sont pas encore arrivés en Europe. Sur une plage de Turquie, ils attendent de trouver un canot pneumatique pour rejoindre l'île grecque de Lesbos, toute proche. Un journaliste a demandé lundi à la chef de la diplomatie européenne ce qu'avait fait la Turquie pour empêcher cet afflux vers la Grèce. Nous devons prendre conscience que ce jeu consistant à chercher le coupable n'apporte aucun résultat positif pour aucun d'entre nous, a-t-elle répondu. Le plus important n'est pas de dire qui fait ses devoirs ou pas, mais de faire face ensemble aux défis et comment nous gérons ensemble le problème. En l'espace de 24 heures, 8000 migrants sont entrés en Serbie. Ils ont traversé l'ex-république yougoslave de Macédoine grâce aux bus et trains spéciaux affrétés par l'État pour les faire avancer le plus vite possible. La Commission européenne va mettre à disposition 8 millions d'euros d'aide d'urgence pour les pays des Balkans occidentaux et la Turquie. En France, l'on sait un peu plus sur le passé de l'auteur de l'attaque du Thalys. Dans la ville d'Algeciras, au sud de l'Espagne, là où Ayoub El Kazani a fait une partie de son enfance, des proches témoignent chacun avec sa propre version de ce qu'il sait du vécu parfois agité du jeune Marocain de 26 ans. Son père, quant à lui, refuse de croire en la culpabilité de son fils. Ce quartier populaire d'Algeciras, Ayoub El Kazani a passé 2 ans avec sa famille. Aujourd'hui, son père vit toujours ici. Il n'imagine pas son fils terroriste à bord du Thalys. Mon fils, il est prêt à des solutions extrêmes pour trouver à manger. Il part souvent à la pêche, en barque. Par contre, il ne fera jamais rien avec les armes. Ici, il n'y a pas de problème islamiste. On est tous musulmans dans le quartier, mais ça ne fait pas de nous des terroristes. Algeciras, une ville située à seulement 40 km du Maroc. Ici, 40% des habitants sont au chômage. Aujourd'hui, beaucoup sont choqués, comme cette voisine. J'ai peur. Je ne savais pas qu'une personne comme ça vivait ici. Quand il arrive de Madrid à Algeciras, Ayoub El Kazani a 20 ans et déjà des condamnations pour détention de hashish. Dans plusieurs mosquées, on se souvient de lui. Quand il était à Madrid, il n'était pas religieux. Quand il est venu ici, il l'est devenu. Ici, il a changé de vie. Il se bagarrait, il volait, il trafiquait de la drogue. Et d'un mois sur l'autre, il a complètement changé. Il parlait pas beaucoup, il était réservé. Il venait ici pour prier et il repartait sans rien dire. Depuis début 2014, plus personne ne l'a vu à Algeciras. Son père dit ne pas avoir de contact à partir de cette période. Le chef de l'État français, qui a par ailleurs appelé à la vigilance de ses compatriotes lors d'un discours ce mardi, François Hollande a prévenu que la France devait se préparer à d'autres assauts terroristes et donc se protéger. Voici un extrait de son intervention. Mais la planète, elle n'est pas seulement menacée par le réchauffement climatique. Elle est confrontée à un terrorisme qui n'a jamais atteint ce niveau de barbarie ni cette gravité depuis des décennies.
Nous sommes toujours exposés. Et l'agression qui s'est produite vendredi dans le Thalys Amsterdam-Paris, qui aurait pu dégénérer dans un carnage monstrueux, sans le courage de plusieurs passagers, cette agression est une nouvelle preuve que nous devons nous préparer à d'autres assauts et donc nous protéger. Le Guatemala dans la tourmente, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour la classe dirigeante qui est ébranlée depuis plusieurs mois par des scandales de corruption à répétition. L'ex-vice-présidente Roxana Baldetti a été inculpée lundi pour son implication dans un vaste réseau de corruption à la tête duquel serait l'actuel chef d'État Otto Pérez. Le point dans cet élément. Au Guatemala, l'ex-vice-présidente Roxana Baldetti a été accusée lundi d'appartenir à un vaste réseau de corruption sur la base d'écoutes téléphoniques. Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs, fraude et corruption passive. L'actuel chef d'État, le conservateur Otto Pérez, est soupçonné d'être à la tête de ce réseau de corruption et de fraude fiscale, initialement découvert au sein des services des douanes. Ses partisans crient au complot pour le renverser. Dans une intervention télévisée dimanche, Otto Pérez a assuré qu'il ne démissionnerait pas et qu'il se soumettrait au processus de la loi. Son mandat court jusqu'en janvier 2016. La procureure générale l'a accusé d'être à la tête du réseau de corruption, assurant détenir de nombreux échanges téléphoniques. Après de nombreuses mobilisations ces derniers mois, de nouvelles manifestations contre le président sont prévues aujourd'hui et demain. L'actualité religieuse pour terminer, nous prenons la direction de Bangui en Centrafrique où une communauté chrétienne se mobilise pour la réhabilitation du cimetière musulman du quartier Boïne détruit lors du conflit armé en 2013. Parmi les acteurs clés du projet, le pasteur Vincent Pingo qui salue la main d'association entre chrétiens et musulmans pour la réouverture du site, inaccessible aux fidèles musulmans depuis l'éclatement de la crise. Et pour terminer cette excellente nouvelle sur l'évangélisation, 10 millions de personnes ont indiqué avoir pris la décision de suivre Jésus sur le site connaîtredieu.com selon l'équipe du Top Chrétien. Ce site lancé il y a de cela 10 ans en langue française existe aujourd'hui en 23 langues. Pour l'équipe du Top, c'est aussi un encouragement d'entendre régulièrement des témoignages de personnes qui disent être converties sur ce site d'évangélisation. C'est donc terminé pour l'édition de ce mardi. Merci de nous avoir suivis. Vous serez demain en compagnie de Joël Trazier. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.